C'est le débat sur Equinox Télévision, 237 le débat, la plateforme d'échange, de confrontation d'idées et d'opinions sur les sujets au cœur des préoccupations des Camerounais. Pour cette édition, nous ferons un gros focus sur l'extrême nord du Cameroun, ceci afin de comprendre les exactions de la secte islamiste Boko Haram, créée en 2002 par Mohamed Youssouf. C'était à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Au-delà de la compréhension, il sera question pour les panélistes d'analyser, d'échanger, de débattre sur la nouvelle tactique de ceux-là qui sont qualifiés de fous de Dieu, qui en 2 semaines ont causé une 50aine de morts et une 100aine de blessés dans l'extrême nord du Cameroun. Bien plus, nous interrogerons la riposte camerounaise et ses moyens souvent questionnables, les origines des enfants kamikazes, les renseignements prévisionnels et opérationnels camerounais qui sont mis à rude épreuve dans cette partie du Cameroun, et cette force multinationale dont le déploiement reste attendu. Et là, une autre question pour le débat, l'arrivée de Mohamed Bouhari à Yaoundé ce mercredi pourra-t-il faire bouger les lignes? 237, place au débat dans un instant avec nos invités. Et nos invités, justement, de ce mercredi, nous sommes en compagnie du chef du département sociologie de l'université de Buea, monsieur Emmanuel Yenchu-Vubo, qui nous a fait l'honneur de nous retrouver sur ce plateau ce soir. Bonsoir, bonsoir à vous et surtout bienvenue. Bonsoir et merci. Voilà, merci d'être là. Merci à Samuel Woko, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est tout aussi sur ce plateau avec nous. Bienvenue à vous. Bienvenue, bonsoir Eric, bonsoir chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Voilà, le troisième invité est du mouvement progressiste, le MP. Il est conseiller municipal dans la mairie de Douala 1er. Hilaire Zipan, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous, avant donc de lancer avec le débat ce soir sur les exactions de cette secte islamiste Boko Haram, nous vous proposons de suivre cet élément. Il est signé Aurélien Tchoui. Boko Haram est une secte islamiste fondée en 2002 par Mohamed Youssouf au nord-est du Nigeria. Ce fils de l'ethnie des Kanouri milite contre toute forme d'occidentalisation et lutte contre l'islam modéré. Il se montre très hostile à cette époque contre le régime d'Oumarou Yaradoua. Pendant 6 ans, il est à la tête d'une milice qui compte 300 à 500 hommes. Il est interpellé en 2006 et en 2008 avant d'être relaxé à la surprise générale. En 2009, il lance un appel au changement des démocraties et du système d'éducation. Son groupe prend officiellement la dénomination Boko Haram, non à l'éducation occidentale. La guerre éclate au Nigeria. 700 personnes sont tuées, 300 membres de Boko Haram sont décomptés au rang des morts. Le 30 juillet 2009, le leader Mohamed Youssouf, marié à 4 femmes et père de 12 enfants, est capturé et tué par balle. C'est à ce moment qu'intervient Aboubakar Shekau, bras droit de Mohamed Youssouf. Il prend officiellement la tête du groupe 1 an plus tard, en juillet 2010. Boko Haram devient un groupe islamiste insurrectionnel. Il multiplie les attentats à la bombe contre les églises chrétiennes, des gares, des hôtels, des débits de boissons et des institutions publiques. Le djihadiste multiplie les attaques, les attentats, les massacres, pendant que les politiques multiplient les réunions de crise. Aboubakar Shekau est toutefois annoncé mort à plusieurs reprises. Et à chacune de ces annonces, il fait une sortie filmée pour démentir en personne. Et pour prouver qu'il est encore en vie, il multiplie des exactions dans des villages et cause des meurtres à grande échelle. Aboubakar Shekau, plus ingénieux et plus convaincant que son prédécesseur, enrôle des milliers de jeunes, kidnappe des femmes, au rang desquelles les 276 lycéens de Chibok, et les vend à ses soldats. Il multiplie des enlèvements au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria. Le 17 mars 2014, Paul Biya déclare la guerre à Paris à Boko Haram. La guerre à grande échelle est née. 1 an plus tard, Boko Haram tient ferme.
Après l'attaque frontale, c'est par des attentats suicides que la nébuleuse s'illustre au mieux. Le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Nigeria sont orphelins d'une guerre qu'ils n'ont pourtant pas cherchée. L'Union africaine et les Nations unies ont multiplié des promesses. Mais jusqu'aujourd'hui, les tenir est une autre paire de manches. Nous parlerons justement de ces promesses dans quelques instants, mais ouvrons le débat avec justement ces exactions et ces attentats suicides qui ont frappé notamment le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Boko Haram présenté comme l'une des sectes islamistes les plus meurtrières de cette époque. Et au Cameroun, l'on tente la riposte autant que faire se peut et des mesures de sécurité engagées de façon éparse à travers les différentes régions du Cameroun sont donc prises avec notamment le Noun, le département du Noun qui était l'une des premières à interdire par exemple le port de la burqa. On note que l'extrême nord, le littoral, la région de l'Est, entre autres, ont suivi en termes de mesures de sécurité. Alors, comment comprendre, comment appréhender ces mesures de sécurité que d'aucuns estiment quelque peu questionnables? Je vais commencer par vous, Emmanuel Yenchou. Je rappelle que vous êtes le vice-doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Buea. Comment appréhender, comment comprendre ces mesures que d'aucuns estiment questionnables? Oui, ces mesures sont, à mon avis, les bienvenues et appropriées parce que dans d'autres pays, par exemple la France, on a questionné le fait de porter la voile. La voile intégrale, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou c'est une femme. On peut déguiser pour faire du n'importe quoi. Et je crois que ces mesures doivent être prises intégralement sur l'étendue du territoire et non pas dans certains milieux et pas d'autres, comme si c'est une affaire administrative de certaines régions et pas d'autres. La crise est nationale, elle n'est pas limitée aux certaines régions aux régions du septentrion, ou le littoral ou le Noun. C'est un problème, le danger. Nous sommes tous interpellés par le problème Boko Haram. Voilà qui est dit. Alors, ces mesures, on parlait des questions qui peuvent se poser sur certaines de ces mesures et le professeur a parlé tout à l'heure, par exemple, du port de la burqa. On va noter que par la suite, le deuxième attentat commis du côté de Maroua a été commis justement par des jeunes filles qui ne portaient pas le voile. Et donc, est-ce que quelque part se serait fourvoyé à ce niveau-là, Samuel? Non, on ne s'est pas fourvoyé. Ça peut être le voile, ça peut être autre chose. C'était à la tête, c'était les foulards. Les foulards qui avaient une dimension disproportionnée par rapport à celles qui portaient ces foulards-là. Et c'est dans les foulards qu'il y avait les bombes. Donc, ça peut être la burqa, ça peut être le voile, ça peut être le foulard, mais il faut toujours faire attention. On a fait une description, je crois que j'ai vu une note des Nations Unies, on a fait une description des attitudes qu'il faut signaler dès qu'on voit quelqu'un, soit avec des choses, des formes disproportionnées, quelqu'un qui... Bon, il y a toute une série d'indices qu'on a inventoriés, qu'on doit signaler. Donc on voit quelqu'un se comporter de telle ou telle façon, bien être habillé de telle façon. Ça peut être la burqa, ça peut être un habit où il fait chaud, mais il voit quelqu'un avec des habits trop lourds. Peut-être c'est pour protéger quelque chose. Ça peut être, dans le cas de Maroua, c'est les gros foulards. Les jeunes filles portent des gros foulards. Et là, dans le cas d'espèce, c'est des jeunes filles de moins de 20 ans. Ouais. Des petits, je dis donc des enfants. Donc, c'est une nébuleuse. Certains vous répondront, l'habit ne fait pas le moine. Non, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est un indice. Pour dire que ces kamikazes peuvent avoir n'importe quelle forme, peuvent revêtir n'importe quelle... Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème
comment je peux dire ça, l'habit vient après, mais il y a d'abord un problème de cible. Le Boko Haram a ciblé une certaine population qu'ils sont en train de fanatiser, d'abord de leur inculquer certaines idées fanatiques, de leur tourner la tête, quoi, de désintoxiquer. C'est pas, je crois, les fanatiser en leur disant vous allez arriver au paradis si vous faites ceci ou cela. Bon, il y a une idéologie que Boko Haram diffuse auprès d'une jeunesse, et il revient à nous tous, nous qui avons des enfants, parce que nous sommes tous parents, de dire aux enfants de faire attention. Voilà. La burqa ne représente qu'un aspect, justement. Je voulais vous dire qu'il y a parce que tout à l'heure, là, vous disiez que ce n'est pas, c'est vrai, c'est pas circonscrit dans l'extrême nord ou bien dans le grand nord. Parce qu'il y a eu un phénomène à Ebola dernièrement, pendant ce week-end dernier, quelqu'un qui est venu avec une grenade dans son sac. Il cherchait un de ses anciens collègues de service. Bon, comme c'était un monsieur que les gens ne connaissaient pas, on l'a amené à la chefferie du village, dans un village à côté des boulevards. Et le comité de vigilance, en fouillant, a trouvé une grenade. Bon, le monsieur s'est expliqué en disant c'est un ancien garde prisonnier, c'est une grenade d'entraînement quand il était à l'école de formation. Alors comment il a gradé la grenade depuis l'école de formation, il est déjà retraité jusqu'à l'amener dans un village où on n'a pas besoin de grenade. Bon, bref, on a ramené ce monsieur à Yaoundé pour mieux l'exploiter. Alors c'est pour dire qu'il n'y a pas seulement l'habit. Nous sommes tous interpellés au niveau de la vigilance. Il faut être vigilant. Voilà. Dès que vous voyez un comportement qui est assez suspect, bizarre, voilà, il faut signaler. On va revenir voilà. sur ces mesures à prendre, sur cette réaction ou sur l'appel à la mobilisation populaire pour lutter contre cette secte islamiste. Mais avant, restons sur ces mesures de sécurité, Hilaire Zipan, on l'a dit, prises de façon éparse. On se serait par exemple attendu à une véritable mobilisation gouvernementale avec une sortie par exemple aussi du ministère de l'administration territoriale, question d'harmoniser ces mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire, parce que, comme l'a dit le professeur, c'est une affaire nationale. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que Boko Haram, dans son idéologie de création, c'est contre l'éducation occidentale. Donc, à partir de là, il faut dire que tous ceux qui peuvent être les adeptes de Boko Haram vont devoir se mettre à cette école. Première chose. Deuxième chose, il faut dire que la manière où nos autorités abordent le problème montre à suffisance que la stratégie au niveau national n'est pas pensée avec cohésion. Je perds bien, avec cohésion. D'autant plus que quand vous avez vu que le phénomène de Boko Haram prendre plus de l'ampleur, on a eu beaucoup de sons de cloche à l'intérieur de notre pays. Il y a eu des courants de pensée, des intellectuels, qui ont pensé que Boko Haram était là pour déstabiliser le pouvoir, et c'était des gens masqués qui agissaient par le biais de Boko Haram. La deuxième chose, c'est que tous ceux qui vivaient dans le septentrion du Cameroun constataient que ce n'était pas ça. Donc, à partir donc de ces deux phénomènes de closion, le gouvernement, par le biais du politique, devait prendre une position pour essayer de résoudre le problème. Mais le débat était suffisamment ancré que nous avons vu des positions, nous avons vu des chantres même. M. Samuel Wanko peut-être n'était pas de cet acabit-là, mais il y a eu des militants qui se sont répandus, même de l'opposition, qui se sont répandus sur le plateau pour dire non, ça n'a rien été, c'est pour renverser le président Biya. Rien n'en était. Or, le président Biya a été toujours cohérent dans toute sa démarche. Il a dit, c'est un phénomène global. Et il faut donc une réponse globale. Alors, on ne comprend pas trop bien comment le président Lucky perçoit mieux le problème. Laisse que... Pour dire que la réponse n'est pas globale jusqu'ici. Justement, la réponse, elle n'est pas globale. Parce qu'il continue à dire, c'est un problème global, il faut une réponse globale. Par contre, lorsque l'on constate la manière où on essaie de conduire la riposte face au phénomène sporadique de Boko Haram, on se rend compte que chacun y va de son sens. C'est-à-dire que c'est un préfet qui prend une décision,
qui est très loin du théâtre des opérations. Ensuite, c'est un gouvernorat. Donc, on pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux pour s'en rendre compte que le phénomène de Boko Haram, il faut bien l'analyser avec profondeur. La réponse ne peut pas être que militaire, elle doit être aussi une réponse de tous les Camerounais dans leur éducation. Et avoir l'éducation de former les Camerounais pour regarder dans la bonne direction, c'est de leur donner la vérité. Et pour avoir la vérité sur ce phénomène-là, il faut avoir le renseignement. Et pour avoir le renseignement, il faut pénétrer Boko Haram. Et justement, à ce niveau, il est là. Comment comprendre donc cette absence de globalité dans le combat, cette absence de globalité au niveau gouvernemental? C'est justement ça le problème, parce que je pense que si les gens occupent les fonctions ministérielles, c'est des positions politiques. Même si c'est des administratifs, même si ça peut être des médecins, même si ça peut être des banquiers, ils occupent une fonction politique. C'est la fonction qui définit l'attitude qu'on doit avoir. Or, donc, ceux qui sont en charge de la sécurité et ceux qui sont en charge de maintien de la sécurité intérieure doivent pouvoir avoir une cohésion. Je me réjouis que pour pouvoir, par exemple, sur les dons que les Camerounais ont pu faire, le président de la République a pu quand même mettre en place un comité et a essayé de pousser tout le monde à être sous le ministre de l'administration du territoire, René Mathieu, c'est-à-dire qui gère ce département-là. Mais toutefois, il faut s'en dire que nous avons par exemple la démarche gouvernementale qui a deux étapes. Il y a d'autre part l'expression des gouverneurs qui sont des émanations certainement du ministère de l'Intérieur, mais qui ont des sons de cloche qui sont différents cette fois-là des militaires. C'est vrai que les militaires sont la grande muette, mais on a à se poser la question si à la tête de ces départements ministériels, on a véritablement des hommes politiques qui regardent dans la même direction et qui pense global comme le chef de l'État, lui, le pense global. C'est là donc toute la question qu'il faut voir et interroger les personnes qui occupent ces fonctions. Et justement, Emmanuel, en tout cas professeur, Emmanuel Bianchot, justement à ce niveau, cette globalité qui fait défaut, cette globalité qui reste attendue jusqu'ici, se présente quand même comme un handicap d'une certaine façon. Je crois que s'il y a un problème de globalité, c'est d'abord du fait qu'on n'était pas préparé, on n'a pas vu venir Boko Haram. Boko Haram est venu, s'est introduit petit à petit, on n'a pas analysé le fait que s'il y a Boko Haram, il y a l'intégrisme islamique au nord du Nigeria, ça peut nous toucher. Donc on n'a pas vu. On était pris par des attaques sporadiques. On a pensé que la réponse militaire suffisait. Et maintenant, la réponse militaire a été efficace. Mais maintenant, on n'a pas aussi pensé que l'islamisme violent constitue un international. Qui prend des formes différentes, des formes différentes à chaque moment qu'il est vaincu. Tu prends le cas de l'Irak. Après la guerre du Golfe, on a vu que les kamikazes sont sortis quand la résistance a été écrasée. On le retrouve au nord du Mali et on le retrouve avec Al-Shabaab. Quand Al-Qaïda, on n'entend plus parler d'Al-Qaïda, c'est l'autre État islamique qui vient. Donc il faut une analyse non seulement globale, mais aussi profonde et avec une pensée prospective, c'est-à-dire à long terme. À long terme pour combattre ce phénomène. Pour combattre ces phénomènes. Alors, restant sur ces mesures de sécurité, on va dire qu'il y a quand même pas mal de restrictions de liberté, finalement, le couvre-feu à une certaine heure, l'interdiction par exemple dans la partie extrême nord du Cameroun de la divagation des enfants, l'interdiction de circuler sur une moto à plus de 2 et un certain nombre de choses. Donc finalement pas mal de liberté des uns et des autres, difficile d'aller devenir. Certains diront ça peut se comprendre, mais est-ce là véritablement la solution, Samuel? Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que disait Hilaire tout à l'heure là. Parce qu'on a eu l'impression, en disant qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une réaction globale. Mais ça dit que les mesures qui ont été prises, ça dit que bon, les gens ont braqué les micros,
les caméras sur la mesure concernant la burqa. Il y a d'autres mesures qui ont été prises de façon pour étendre la sécurité à tous les niveaux, pour pouvoir essayer d'endiguer le mal à plusieurs niveaux. Donc la mesure burqa, l'interdiction de la burqa, bon, qui est en train de se généraliser dans toutes les zones susceptibles d'avoir les attaques, mais je dis que les attaques peuvent venir de partout. Au risque de créer une stigmatisation vestimentaire de certaines personnes. Je crois qu'il faut qu'on aille. Je crois qu'il y a eu une réunion des imams qui ont dit que il faut que la burqa soit. C'est pas une tenue religieuse. Oui. C'est pas une tenue de l'islam. C'est une tenue qu'on a adaptée, mais c'est pas. On n'identifie pas la burqa à l'islam. Il faut dissocier la burqa de l'islam. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on interdit la burqa, c'est qu'on en a appris l'islam. Non. Bon, ce qui se trouve, c'est que le terreau de la violence, c'est à travers c'est un islamisme. C'est ça qui fait qui est le terrain sur lequel la violence circule. C'est une forme d'islamisme qui n'est pas celle que la plupart des Camerounais reconnaissent. Les Camerounais ne se reconnaissent pas là-dedans, mais il faut faire attention parce qu'on touche à une frange de la population. Les jeunes, quand on a moins de 20 ans, je dis toujours qu'on n'est pas encore mieux. On peut avoir des exceptions, des enfants précoces, mais quand un enfant a 15 ans, il n'est pas encore mieux, ne mesure pas encore tout. Mais c'est à cet âge-là, je me rappelle moi-même, je suis chrétien, c'est à cet âge-là qu'à l'église, on nous a formés aussi, entre 8 et 15 ans, qu'on nous a formatés dans l'église chrétienne, en nous disant voilà, le christianisme, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas faire. Donc, alors non, vous allez que c'est là que le Boko Haram profite. Oui. Parce que c'est à ce temps-là que les jeunes sont réceptifs. On va y arriver. On va arriver sur le cas de ces enfants. Mais voilà. Pour sortir de là, les mesures, globalement, ou de façon sectorielle, ce sont les bonnes. Les mesures qu'on est en train de prendre, moi j'estime qu'on ne peut pas demander le beurre et le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le beurre, vous payez l'argent, vous voulez l'argent, vous n'avez pas de beurre. Nous ne pouvons pas avoir la sécurité et dire qu'on ne peut pas avoir il y a des mesures restrictives. Par exemple, quand on dit pas plus de 2 personnes sur la moto, normalement la moto c'est 2 personnes. Le fait, c'est une façon, on a laissé un peu les Camerounais hors la loi. Il y a d'autres mesures qui vont peut-être qui vont à l'encontre de la liberté, qu'on réduit les heures d'ouverture des bars. Bon, moi je ne suis pas un fanatique des bars, mais je dis que les bars, c'est pas la meilleure fréquentation. Si on demande de fermer les bars à 18h, c'est une façon de ne pas créer les attroupements à des endroits où Boko Haram, c'est-à-dire on essaie de couper l'herbe sous le pied de la violence, là où la violence peut aller, et on va essayer de surveiller les endroits où les populations s'attroupent, les marchés, et on va y mettre un peu de sécurité, un peu de surveillance, appuyer. Donc rien à redire sur ces mesures. Donc, moi, j'estime j'estime qu'on peut nous demander de réduire un certain nombre de choses pour avoir la paix. Voilà. Pour avoir la sécurité. Voilà. La sécurité d'abord, avant tout. Voilà. Vous ne pouvez pas développer un pays quand il n'y a pas de sécurité. Très rapidement pour les autres, rien à redire, professeur Emmanuel Yenchou, sur ces mesures. Rien à ajouter, rien à réduire. Oui, mais il faut aussi prendre d'autres mesures comme l'éducation civique et même travailler avec les hommes religieux, les religieux chez les musulmans. Il y a aussi l'écuménisme camerounais que je n'ai pas vu dans cette situation où quand il y a une crise, les chrétiens, les musulmans, les chrétiens de tous bords viennent pour penser comment résoudre le problème. C'est comme si c'est l'islam ou un certain islam contre les autres. Il faut penser ça de manière globale et voir, pour ne pas stigmatiser l'islam, et aussi pour voir la vraie face de l'islam, que les gens comprennent, et qu'on peut dire voici ce qui n'est pas islam avant d'interdire le burqa,
n'est pas islamique. En tout cas, ça traduit une situation, c'est qu'il y a eu un laisser-aller global, on y arrivera certainement. Mais alors, pour vous, Hilaire Zipan, rien à ajouter, rien à réduire à ces mesures? Non, je pense que comme c'est certainement la succession de plusieurs événements qui nous a menés à l'opération Kamikaze, il faut dire qu'on prend le débat là, à partir de l'opération Kamikaze. Mais je voulais rassurer monsieur Samuel Wanko pour dire que, et le professeur le disait bien peu, on a eu beaucoup de balbutiements pour trouver, c'est comme si le rythme. Et là, la juste mesure. La juste mesure. Mais par contre, ce qui me semble tout à fait important, et c'est là d'où je m'attelle, c'est que le président, lui, il percevait mieux le problème. Ce sont ses collaborateurs qui en revanche ne percevaient pas mieux. Et là, on a l'impression que sur cette trajectoire-là, il semble être beaucoup plus en accord avec ce que pensent ces gens-là. C'est-à-dire qu'il anticipe sur la manière de voir le problème par rapport à la collaboration. Pourquoi? Je le dis parce que on s'est répandu sur les plateaux de télévision. On a dit non, il y a même des chaînes concurrentes à vous où les gens se disaient non, on veut renverser le président de la République, ça n'a rien à voir. Et c'est difficile. Par contre, par contre, c'est pour dire que tous ces gens-là, c'est comme s'il y avait un Boko Haram camerounais, un Boko Haram tchadien, un Boko Haram non. Alors, par contre, ce Boko Haram, il est global. Donc, par conséquent, il faut répondre globalement. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que le président de la République tire toutes les conséquences de cette démarche-là, maintenant qu'il rencontre le président Bouhari, qu'il essaye donc d'harmoniser, parce que c'est les deux pays qui subissent le mieux les actes atroces de Aboubakar Shekau, qu'il faut donc que nous prenions bien la mesure. Et que tous ceux qui sont des pêcheurs en eau trouble, plus ou moins, ou les va-t-en-guerre, ou qui veulent justifier les budgets qu'ils veulent utiliser pour avoir des positions plus ou moins pas tout à fait cohérentes par rapport à la vision que nous avons, que ces gens-là, on s'en sépare. Parce que la réponse ne peut pas être que militaire. Elle doit être militaire, sociale, culturelle, politique, économique. Et je crois savoir que si nous intégrons tous ce paramètre-là assez globalement, on va devoir résoudre suffisamment le problème de Boko Haram. Parce que la non-consommation du budget favorise le Boko Haram, le fait qu'on laisse les crèches se faire d'une manière favorise le Boko Haram, le fait que les gens sont coupés de l'information favorise le Boko Haram. Donc vous voyez que globalement, il faut le résoudre. La misère même. Voilà, donc, et c'est même le terreau sur lequel. Et voilà. je voudrais terminer pour dire que, quand vous voyez le théâtre des opérations, Erim Assia-Ndiogou, la partie camerounaise est la partie la plus peuplée. C'est-à-dire que l'extrême nord du Cameroun, en principe. En principe. Mais la partie où sévit Boko Haram du côté nigérien semble être la partie la moins peuplée. Qui est le nord-est du Nigeria. Exactement. Donc, il faudra donc qu'à un moment, nous analysons le fait que les responsabilités des politiques ou des lieutenants politiques ou des responsables politiques qui vivent dans cette zone-là, pour savoir bien s'ils ont joué véritablement leur rôle ou pas pour que les événements... Parce que le rôle du politique, c'est d'anticiper, c'est de trouver les solutions aux problèmes avant et non de les subir. Je pense que là, il y a aussi tout un volet d'analyse qu'il faudra bien que nous regardions. Alors, Boko Haram qui, faut-il le rappeler, a prêté allégeance au groupe État islamique et qui voudrait former la province islamique de l'Afrique de l'Ouest, soit dit en passant. Alors, on parle cette fois-ci de la réaction de la sortie des hommes politiques. Là aussi, très peu de réactions des hommes politiques plutôt muets, en tout cas dans l'ensemble, ou alors les partis politiques plutôt muets, tout au moins on a une déclaration dont vous avez fait allusion tout à l'heure sur ce plateau, le président de l'Assemblée nationale qui avait dit Boko Haram est parmi nous et aucune suite n'avait été donnée aux choses. Des hommes politiques, en panne de proposition, des hommes politiques muets sur le sujet. Samuel Wanko, comment comprendre ça? Non, on n'est pas muet sur le sujet, on n'est pas muet. D'abord, il y a eu une mobilisation nationale pour interpeller tous les Camerounais, pour conscientiser tout le monde. On va dire, on a plus vu les uns et les autres quand il était question de marche de soutien à l'armée, de marche pour dire non à beaucoup. D'abord, il fallait que nos forces de l'ordre, nos forces de défense qui sont sur le terrain se sentent supportent, appuyées, soutenues par la nation, par tous les Camerounais. Et vous savez que bon, moi je côtoie les militaires, je ne suis pas militaire, mais le mental joue beaucoup. Quand le mental est fort, quand le militaire qui est sur le terrain sait que l'action que je mène est appuyée et soutenue par la population que je défends, il est prêt à aller au combat et à se sacrifier. Et ça, il y a eu un mouvement national sans distinction de classe
politique ou de classe sociale, tous les Camerounais, comme un seul homme, se sont levés pour dire non à Boko Haram. Bon, il y a eu donc, je crois que c'était devenu difficile. Bon, qu'est-ce que les chapelles politiques allaient dire d'autre à partir du moment où la majorité des Camerounais, sinon toute la population camerounaise est derrière l'action menée par le chef de l'État en disant non à Boko Haram et les forces de défense. Tout le monde est derrière les forces de défense. Vous voyez les actions qui sont menées. Et moi, je crois que les partis politiques, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Nous ne sommes que des courants de transmission entre le terrain et les populations. Il faut, ces courants de transmission ont joué leur rôle. On ne pouvait donc plus aller tenir un langage particulier en disant moi RDPC, moi SDF, moi MP, je dis ceci, on dit les populations disent ceci. Nous soutenons l'action des Camerounais. Voilà. La majorité, l'essentiel des Camerounais dit que nous ne voulons pas de Boko Haram. Par tous les moyens, on va vaincre Boko Haram. Voilà. À partir du moment, ça ne vaut plus la peine d'aller regarder que dit tel parti politique, parce que tous les Camerounais, nous devons être... Nous représentons nous sommes supposés être l'expression de cette population-là. Quand ces populations-là disent quelque chose, nous n'avons plus rien à dire. Voilà. Et surtout que ça, c'est vraiment pour l'une des rares fois où je vois le peuple camerounais se sentir uni. Et moi, je crois que Boko Haram croyait nous faire du mal. Ça a plutôt renforcé l'unité nationale. Parce que tous les Camerounais, maintenant, ils se regardent beaucoup plus les yeux dans les yeux en disant nous allons battre ce phénomène-là. Nous allons le vaincre. Si je le dis, la concorde nationale. Si je le dis, Samuel, professeur, nous avons rarement vu des occasions où tous les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dire non à un phénomène. Voilà. C'est le cas des occasions-là. Voilà, si je le dis, professeur, c'est que... C'est l'effet boomerang. Si je le dis, professeur, c'est que le constat est là, c'est une vérité. Le chef de l'État, que d'aucuns estiment, qui jusqu'ici ne s'est pas encore rendu au chevet de ces soldats, les hommes politiques qui aussi ont plutôt tendance à fuir cette zone, puisque pratiquement aucun d'eux ne s'y est rendu pour soutenir ces populations de l'extrême nord, des hommes politiques donc plutôt recroquevillés sur eux-mêmes face à cette situation. Je ne suis pas du même avis. L'UPC s'est rendu là-bas. Il y a une délégation de l'UPC, de l'UPC, c'est l'UPC. Donc, il faut, face à un péril national, il faut se garder de demander de politiser. Parce que il faut, face à un péril national, il faut plutôt la synergie de toutes les forces. Et je crois que des partis politiques, quand ils sont prononcés, et je suis là avec des partis politiques qui parlent déjà avec nous ici, mais je crois que des partis politiques prennent position, mais ils se gardent de ne pas fragiliser l'action qui est prise par un débat qui est plutôt contredit dans le mauvais sens. Je parle plutôt en termes de force de proposition. Force de proposition, je crois que quand il y avait des contributions, tout le monde a contribué. Bien que des partis au pouvoir a voulu contribuer plus que les autres. Je crois que les contributions, les propositions, à moins qu'il y ait un comité, je m'excuse pour prendre un peu de temps, à moins qu'il y ait un comité pour discuter où les partis politiques peuvent être représentés et pour donner des idées. Voici une idée neuve qu'on peut expérimenter. Ont-ils besoin qu'un comité soit créé pour faire des propositions? Hilaire Zipan. Oui, disons que votre inquiétude certainement vient du fait que vous voulez que le président Biya soit peut-être en première ligne. Bon, là, il ne me revient pas de lui dire la conduite à tenir. Toujours est-il que, en tant que chef des armées, il aurait été préférable que des actions fortes soient menées par lui
pour assurer le moral des troupes. Bon, mais il ne me revient pas beaucoup de le dire. Mais quand on fait la comparaison d'une situation pareille avec certainement ce qui se passe, par exemple, pour nous prendre un cas de peu récurrent, la Turquie, vous avez vu par exemple que lorsqu'en Turquie, les soldats sont tombés, on a vu le président turc prendre les devants de la scène, a fait des représailles suffisamment fortes. Peut-être c'est dans ce sens-là que vous pensez. Mais si vous pensez que c'est la contribution des hommes politiques, non, nous avons contribué suffisamment. Je ne veux pas vous le rappeler. Et M. Samuel Wanko le connaît très bien. Jean-Jacques, il est de formation militaire. Et je pense qu'il était l'une des toutes premières formations politiques à avoir fait une proposition. Et je pense que c'était sorti même dans la nouvelle expression à l'époque, avec une contribution suffisamment forte, avec des conséquences sur le budget. Et il avait demandé même la rectification du budget. Donc je pense que on peut contribuer. Toujours est-il qu'une stratégie militaire, elle a la partie visible et elle a la partie invisible. Et je pense que dans la partie invisible, beaucoup de choses sont faites. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir distirper la psychose qui peut gagner les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais se sentiront peut-être encore mieux en sécurité s'il y a une bravoure de la scène politique qui se réunit, qui donne la main, qui hausse le ton. Là, il ne revient pas de le faire. Nous pouvons souhaiter que le président de la République fasse cette démarche-là. Demande aux hommes politiques ou demande au Premier ministre de rencontrer toutes les forces vives pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Mais là, c'est une action qui peut être faite pour pouvoir renforcer. Mais toutefois, je voudrais dire quelque chose qui me semble tout à fait important. Je crois que maintenant que le président de la République a martelé en premier ressort qu'il faut une réponse globale, qu'il a rappelé encore qu'il faut une réponse globale, qu'il le redit encore qu'il faut une réponse globale, il revient au président de la République de tirer les conséquences. À savoir que tous ceux qui pêchent en eau trouble, qui soit sur le plateau de télévision, soit sur des instructions qui ne sont pas respectées, données par lui, ces gens-là doivent quitter le plateau. Pour qu'ensemble, nous essayons de pousser pour y arriver à un but. Qu'est-ce que nous recherchons? Le Nord-Cameroun, M. Samuel Wanko, s'il est déstabilisé au point de vue démographie, nous aurons des conséquences terribles de ce côté. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que si cette position-là est déstabilisée, notre grand voisin qui est le Tchad ne pourra plus avoir. Je vous rappelle que pour avoir maintenant un camion, et ça vraiment, c'est pas pour avoir une psychose, mais pour avoir un camion qui va de Douala à Djamena, c'est devenu extrêmement difficile. Parce que, vous savez bien que le Tchad, ces zones de ravitaillement, s'il passe par le Nigeria, il passe certainement par la zone de Boko Haram. S'il repasse maintenant par le Cameroun, il repasse également par une zone de Boko Haram. Donc, vivement que à la rencontre d'aujourd'hui, et que le président de la République, avec le président Bouhari, puisse quand même avoir le droit de poursuite pour aller un peu plus loin, militairement, pour aller un peu plus loin, pour sécuriser cette zone-là, afin de permettre à que nous puissions aller un peu plus loin et rassurer nos concitoyens. Parce que l'économie commence déjà à en pâtir. Et on a demandé, et l'une des mesures qu'on a prises par le gouverneur de l'extrême nord, c'est que les jeunes gens ne font plus le commerce. Et vous savez bien que les familles sont suffisamment pauvres. Et quand les petits-enfants n'arrivent plus à se débrouiller, ça veut dire que là encore, il va y avoir des conséquences. Et non, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le commerce ambulant. Oui. C'est le commerce fixe. Parce qu'on essaie de limiter au maximum le risque de violence. On les limite au maximum. Parce que on n'a pas dit que le commerce est interdit. Ils ont dit ils interdisent le commerce ambulant. Oui. Parce que on a vu que parmi les jeunes filles qui sont fait exploser, une semblait être faisait le commerce ambulant. Alors qu'en fait, elle allait vers le lieu où elle devait se faire exploser. Donc on limite toutes les actions qui peuvent être des moyens par lesquels la violence peut arriver par des explosions. Parce que quand vous voyez les gens arriver au stade de kamikaze, vous avez parlé de la guerre, ils ont appelé ça la tempête du désert, la guerre du Golfe, la deuxième, quand l'Irak avait envahi le Koweït et que tout l'Occident allait chasser l'Irak du Koweït. Bon, j'avais géré à travers certaines actions, parce que cette guerre a eu une incidence sur l'Afrique, notamment le golfe de Guinée, qui est le deuxième bassin de production de pétrole après le bassin du golfe arabique. Donc, la plupart des pays occidentaux sont retournés vers le golfe de Guinée pour essayer de sécuriser leurs approvisionnements. Bon, ça c'est un autre débat. C'est pour dire que quand on est arrivé à des kamikazes, c'est que l'ennemi, quand il utilise les kamikazes, c'est-à-dire que c'est... La méthode a ceci de dérangeant, c'est que
l'ennemi accepte faire moins de dégâts humains dans son camp, en faisant plus de dégâts dans le camp adverse, mais ça n'avance pas. Mais c'est-à-dire que le kamikaze a commencé avec les Japonais, avec la Deuxième Guerre. Quand ils ont su qu'ils ont perdu la guerre, c'était les derniers, c'est-à-dire ils disent, bon, advienne que pourra, je m'en fous, non, je m'en fous, je meurs, mais je ne meurs pas seul. Et je fais les dégâts de l'autre côté. C'est les kamikazes ont commencé avec les Japonais. Et bon, et moi je dis que quand ils arrivent à ces actes de kamikaze, c'est quand ils ont essayé une guerre conventionnelle pour occuper un territoire, comme ils l'ont fait au Proche-Orient, parce que l'État islamique a des terrains qu'ils occupent là-bas. Mais au Cameroun, aucun territoire n'est occupé. Bon, ils ont certaines poches de résistance du côté nigérian, mais je crois, comme vous le disiez, M. Hilaire Zepan tout à l'heure, je crois que la rencontre d'aujourd'hui, parce que tout à l'heure... On va revenir sur la rencontre. Aujourd'hui, servira beaucoup à mutualiser les moyens et les stratégies entre le Cameroun et le Nigeria pour neutraliser Boko Haram. Voilà, la suite ce sera derrière cette transition, et derrière on parlera justement de cette problématique des bombes humaines. Les bombes humaines qui poussent à prendre des mesures, des bombes humaines qui sont perpétrées et orchestrées par de tout jeunes enfants. Vous en parliez tout à l'heure, Samuel. Qui sont ces enfants? On a envie de se poser la question. Qui peuvent être ces enfants, camerounais, nigérians? Vous qui êtes sociologue, professeur Yenchou, d'où peuvent venir ces enfants? Comment de tels enfants peuvent se retrouver embarqués dans une telle spirale? Ce n'est pas la première fois où des jeunes filles se font exploser en Moyen-Orient, même au nord du Nigeria, il n'y a pas longtemps. On a vu des jeunes filles et on s'est posé des questions, des politiques se sont posé des questions sur ce nouveau genre de kamikaze, parce que normalement dans les pays, dans les groupes islamiques, dans les groupes islamistes, ce sont ceux qui sont convaincus, plutôt des adeptes qui se font exploser ou qui commettent des actes et où ils savent qu'ils sont en guerre, dans une guerre sainte, où ils peuvent aller au paradis. Ils peuvent jouir là-bas. Le paradis n'est pas le paradis chrétien, c'est un autre paradis. Mais ces autres, le Cameroun, dans le cas camerounais, dans le cas camerounais, c'est un genre nouveau qu'on trouve au Cameroun. Et ces jeunes filles qui s'explosent, à mon avis, doivent être des enfants qui ne savent même pas ce qui se passe. Et qu'on peut faire avec des télécommandes, on peut exploser et laisser avec des télécommandes. Parce que une jeune fille qu'on a trouvé, ou c'est un jeune garçon, qu'on a trouvé dernièrement, a dit que quelqu'un lui a donné 4 000 francs et a posé quelque chose sur lui. Donc ça veut dire que les enfants... D'aller au marché. Oui, d'aller au marché central. Donc il y avait quelqu'un qui suivait. Donc on fabrique de nouveaux kamikazes. Je ne crois pas que ce sont des adeptes qui font. Et c'est là où il y a un problème avec le nouveau puritanisme islamique. Avant, on distinguait des filles musulmanes avec un simple foulard. Maintenant, de plus en plus, on voit le burqa et tout. Ça veut dire que les gens disent le vrai islam, c'est ce que nous prêchons là. Même les chiites, les sunnites qu'on trouve au Cameroun, petit à petit,
pensent, on voit, et même les femmes au nord du Nigeria, même quand ils se disent nous sommes contre Boko Haram, on trouve avec le burqa, avec tout ça. Donc, et avec la crédulité, comme disait M. Ouankon, on trouve des enfants qui ne connaissent même pas ce qui se passe. Et qui ont dit, voici vraiment les méchants qui nous font la guerre. Bon, prends ça, tu vas leur faire quelque chose. Et on va dans un bar. Donc, le lieu du bar est même symbolique. On dit, voici là où on boit la bière, où nous ne devons pas boire la bière. Voilà. Et donc, Hilaire Zipan, le professeur, lui est plus sur la piste de ces enfants qu'on fait exploser et non qui se font exploser. C'est une piste plausible. Évidemment, parce que dans la culture camerounaise de mémoire d'histoire, il n'y a pas de kamikazes. Bon, maintenant, on peut trouver des explications, mais je pense que le renseignement, ceux qui ont collecté les informations, peut-être se réservent de ne pas donner plus de précision, afin de ne pas brouiller une piste peut-être qu'ils sont en train de suivre. Toutefois, c'est quand même l'âge que l'on se pose. Quand même un enfant de 14 ans, c'est quand même l'inconscience. Ensuite, généralement, c'est des filles. Pour corroborer, c'est généralement parfois des gens nécessiteux. Donc, la misère va être un terreau. Et c'est vrai que la réaction qu'on a immédiatement, c'est de dire, on essaie de... Mais la répression n'est pas une politique. C'est pas une répression. C'est une mesure conservatoire que le gouvernement essaie de prendre. En disant, donc, on ne circule plus. Maintenant, si on demande à chacun de s'installer, il faut trouver à chacun l'espace. Et donner maintenant une culture au Camerounais pour que les gens sortent de leur voiture ou de leur moto pour aller acheter dans les espaces fixes. Bien. Donc, ça va nous générer certainement une nouvelle culture. Maintenant, en dernier lieu, ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on ait la bonne information, que l'on essaye de mettre un accent particulier sur le renseignement. Parce que la mutation de Boko Haram, certainement montre que maintenant qu'ils ont fait allégeance à l'État islamique, ils vont essayer de s'approprier un territoire, ne serait-ce que ça. On va parler de renseignement. Parce que moi je pense que le fait que les gens soient suffisamment plus jeunes, le fait qu'on leur pose cela, est certainement sous-tendu quelque part à une valeur pécuniaire qui fait en sorte que celui qui ordonne ça a la capacité de faire la télécommande un peu plus loin. J'imagine, et comme les gens de renseignement n'en parlent pas beaucoup, ça veut dire que certainement ça doit être cette piste-là qui est tout à fait probable. Curieusement aussi, Samuel, on note que ce sont des attentats non revendiqués jusqu'ici, parce que c'est nous qui attribuons ces attentats à la secte islamiste Boko Haram. Mais il n'y a pas une autre secte là-bas. Il n'y a pas une autre secte. Mais on le voit, c'est Boko Haram. On note que jusqu'ici, c'est non revendiqué. Oui. Alors, maintenant, par rapport à cette situation, ces jeunes enfants, est-ce que les réalités sociales du septentrion peuvent favoriser quelque peu ce phénomène? Oui. Bon, les réalités sociales, d'abord, c'est pour cela que, comme on disait tout à l'heure, le président a dit, c'est un problème qui nécessite une solution globale, c'est-à-dire s'attaquer à tous les problèmes à travers lesquels la violence peut nous atteindre. C'est pour ça qu'il y a eu un plan d'urgence pour le Grand Nord. En dehors du plan d'urgence national, il y a un plan d'urgence pour le Grand Nord pour essayer d'améliorer certaines situations au niveau des populations, les infrastructures sociales, que ce soit les centres de santé, les écoles, les routes, pour essayer de diminuer le niveau de misère qu'on trouve, parce que les fanatiques là peuvent utiliser les jeunes qui sont dans des situations de précarité, de misère profonde. Et en disant, si vous êtes dans cette situation-là, c'est ces gens-là qui vous font ceci ou cela. Un enfant, on le dit ça bien, ils peuvent même arriver à les droguer. Mais vu comme ça, la fin, c'est pas pour demain aussi. Pardon? Vu comme ça. Non, ça veut dire que, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, l'action, on a dit, c'est une action en même temps politique, économique, sociale et culturelle. C'est-à-dire, nous-mêmes, j'ai commencé à dire, ici, nous les parents, tous les parents, nous avons la responsabilité de parler à nos enfants. Parce qu'il y a certains parents qui ne parlent pas aux enfants. Il faut parler à nos enfants.
leur dire, parce que le professeur disait qu'un enfant allait dire, parce qu'on lui a dit, si vous voyez quelqu'un qui vous fait une proposition bizarre, il faut signaler. Il faut dire ça aux enfants. Il faut alerter, et parler aux enfants. Parce que l'enfant est réceptif à un certain âge. Il n'est peut-être pas mûr, mais il est réceptif. Et si on lui dit, fais ceci, il va le faire. Surtout si c'est les parents qui le lui disent. Mais s'il arrive que quelqu'un vient parler à l'enfant en disant, si tu as des problèmes, c'est parce que c'est tel, et qu'on ne lui dise pas, on ne lui dise pas la vérité, ça peut l'amener à faire n'importe quoi et se rendre compte trop tard qu'on l'a amené dans un pis-aller. Donc, je crois que il faut éviter, essayer de réduire au maximum tous les terreaux sur lesquels le Boko Haram peut s'appuyer pour s'introduire dans notre société. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu ce plan d'urgence-là. Donc, la scolarisation, il faut scolariser la plupart, sinon tous nos enfants, la zone de l'extrême nord. Pensez à rendre obligatoire, comme c'est le cas de l'école obligatoire, mais il faut que ce soit réel à tous les niveaux. Suivi. Il faut que ce soit réel. L'école doit être obligatoire à tous les niveaux au Cameroun, mais il faut que ce phénomène-là, qui est un principe, qu'il soit appliqué sur le terrain. Et pour l'appliquer, il faut que les écoles, partout, parce qu'il y a un programme scolaire spécial qui est en train d'être réalisé dans le Grand Nord actuellement avec les salles de classe. Et il y a d'autres actions gouvernementales qui sont en train d'être menées pour essayer de sortir une frange de la population sur laquelle Boko Haram peut s'appuyer, se servir pour faire les attentats. Et à ce niveau, la question du renseignement, une question cruciale. D'aucuns pensent ou d'aucuns diront que les renseignements sont finalement mis à rude épreuve, renseignements prévisionnels, renseignements opérationnels, à rude épreuve dans ce combat contre Boko Haram et cette nouvelle forme, renseignements mis à rude épreuve simplement parce que ces terroristes ont réussi donc à frapper déjà le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Des renseignements, je dirais pas absents et l'air zippant, mais des renseignements qui ont été déjà déjoués dans ce combat et cette nouvelle forme dans l'extrême nord. Oui, certainement, peut-être ces hommes de renseignement font un travail certainement remarquable, peut-être qu'ils ne sont pas portés à la connaissance du grand public, mais toujours est-il qu'il y a un discours ambivalent qu'il faut rectifier sur l'ensemble du territoire national par certaines personnes qui comportent une idée qui s'avère certainement fausse quant à l'idée selon laquelle on veut que le président de la République s'en aille. Vraiment, il faut qu'on laisse tomber cette piste-là. La deuxième chose sur le renseignement, c'est qu'il faut mettre un accent particulier pour que nous puissions savoir le mode de fonctionnement. Parce que certainement, Boko Haram fonctionne comme toutes les organisations avec une planification. Donc, par conséquent, ils savent le lieu, les moyens et la méthode qu'ils vont utiliser pour avoir le maximum de dégâts. Et comme la symbole semble être généralement les éléments qui construisent certainement cette nébuleuse-là, il faut le soustraire. Et là, je suis d'accord avec le Samuel Wanko, mais en disant que non, il ne faudra pas qu'on agisse à l'urgence. Parce que tu es d'accord avec moi que si on agit à l'urgence, ça veut dire qu'on ajoute précipitamment. Donc, il faut aussi qu'au niveau politique, que ce gouvernement, bien entendu, puisse quand même remplir les engagements qu'ils ont pris, certainement en début d'année, et ils sont là depuis à peu près 3 ou 4 ans. Il faut qu'on les évalue pour savoir s'il faut qu'ils continuent ou pas. Parce qu'on ne peut pas réagir en permanence en urgence. Je me réjouis que dans cette démarche, toujours dans la même lancée, qu'on ait pu associer un certain nombre de gouverneurs. Et il faut donc qu'on essaie d'évaluer pour savoir si le ministère des Marchés publics, aujourd'hui, semble être l'évidence pour nous permettre d'avancer un peu plus vite. Parce que les consommations sont difficiles. Et là, tout le monde le constate. Et les administrations sont complètement à la traîne. Je ne veux pas révéler ici la plupart des taux de consommation à mi-parcours. Ça fait fond d'eau. Et on a l'impression que si on élimine le terreau de l'islamisation dans le nord Cameroun, il n'en demeure pas moins que ça va complètement sévir peut-être à l'est. Parce que le taux de consommation est faible. Ça va être à Bafoussam. Le taux de consommation est faible. Donc il faut que nous révisons cette manière, cette approche-là,
de mettre l'administration au centre de tout et d'essayer de voir dans quelle mesure les politiques doivent pouvoir actionner. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que sur l'opérationnalité de ces événements-là, il faut aussi qu'on le regarde de très près. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes, de collaborateurs, qui estiment que, tel que vu à l'heure actuelle Boko Haram, ça les apporte des moyens financiers. Du moins, ça les donne des positions suffisamment fortes. Du moins, ça les permet de croire qu'ils peuvent être calife à la place du calife. Donc, tous ces gens-là, de grâce, qui nous laissent d'abord résoudre le problème. Et donc, d'où les difficultés éprouvées par le renseignement? Exact. Exact, parce qu'on a l'impression que ce renseignement-là est plombé quelque part. Je pense que c'est un journal de la place qui disait qu'on est cambriolé jusqu'au poste du directeur du renseignement. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse... Voilà. Et donc, il faut faire très très attention dans cette approche, dans cette phase-ci. Et ne pas tomber dans le piège de la manipulation de ceux qui ne veulent pas nous laisser, nous présenter véritablement le problème et présenter autre chose. Et éviter que l'arbre cache la forêt. Parce que à l'heure actuelle, tel que nous voyons les choses, on n'avance pas suffisamment. Et je crois que pour ma part, les Camerounais doivent être confiants dans la manière d'être unis. Et là, je me réjouis, comme disait le professeur tout à l'heure, comme disait Samuel Wanko, la secte Boko Haram a réussi quelque chose d'extraordinaire. On a vu un peu plus unis. Et maintenant que nous sommes unis, il faut que nous regardions dans la bonne direction et qu'ensemble, on puisse lâcher notre linge sale en famille pour pouvoir essayer d'avancer. Alors, professeur, sur cette question des renseignements, où sont passés les renseignements camerounais, des renseignements finalement déjoués? Non, je ne crois pas que les renseignements ont échoué. Je crois qu'au contraire, ils ont beaucoup travaillé. Je crois que avant, si mes informations sont exactes, dès le début, les renseignements camerounais étaient très très alertes. D'abord, on arrêtait des gens toujours au nom avec des armes. C'était la presse en a beaucoup parlé. On a condamné certaines. Boko Haram, il faut remonter dans le renseignement. Pour moi, si ils ont continué à agir comme ça, ils agissent dans la bonne direction. Qui a eu efficacité. Mais quand on change de tactique, comme on commence maintenant avec des enfants, on peut pas deviner. Donc maintenant, les renseignements doivent changer de stratégie pour affronter ou bien infiltrer les réseaux. Il faut qu'on se mette, soit toujours attentif au fait que c'est la violence religieuse qui est aussi politique, l'islam politique. Et le renseignement, il faut agir avec des gens, il faut savoir aussi avoir des amis. D'où l'appel dans la population. D'où l'appel, professeur, à la population. À la population. Qui devient un élément essentiel. Mais aussi agir aussi de manière souterraine. Parce que même quand on dit comme ça, il y a des gens qui ne vont pas donner. Mais il faut aussi avoir des amis dans la population ou planter des gens qui peuvent donner. Ce sont des stratégies qui sont connues de longue date. Donc, je crois que le renseignement doit changer de stratégie. Et je crois qu'on va vaincre ces phénomènes, surtout qu'il n'y a pas de gens engagés qui s'explosent, qui explosent plutôt des jeunes filles. Voilà. Avant de passer sur l'un des derniers points, Hilaire Zipa, on va constater, puisqu'on parle de renseignement et d'administration... Vous voulez dire quelque chose sur le renseignement? Oui, je voulais dire que quand il y a un problème de sécurité, les services de renseignement ne disent toujours pas ce qu'ils ont comme éléments, les actions qu'ils mènent, qui neutralisent l'ennemi. Parce que si on se met à
fait cette publicité-là, on donne les formations à l'ennemi. Parce que c'est une guerre asymétrique. Nous avons un ennemi invisible. Alors, on ne peut pas tout le temps, si on a posé un acte qui a réussi, ou bien qui aboutit à réduire la force ou bien la présence de l'ennemi, on ne peut toujours pas le dire publiquement. Parce que ça va permettre à l'ennemi de savoir qu'on a fait telle démarche pour arriver ceci, pour cela. Donc, et surtout que chaque fois qu'on a un renseignement en matière de sécurité, c'est un renseignement qu'il faut gérer, de façon secrète, de façon discrète, pour que le renseignement ou l'information soit efficace. Il faut que l'information reste secrète, jusqu'à ce qu'elle soit opérationnelle. On sait aussi que l'efficacité du renseignement contribue à prévenir ce qui s'est passé. Là que c'est vrai, parce que nous avons affaire à un ennemi invisible. Vous vous rendez compte, là où se passe, pour le moment encore, cette violence-là, je ne veux pas appeler ça guerre, c'est une violence barbare. C'est sur une zone difficilement maîtrisable pour deux raisons. Nous avons le lac Tchad qui s'étend sur à peu près 4 ou 5 pays, qui concerne 4 ou 5 pays. Et sur ce lac Tchad-là, il y a des zones qu'on ne maîtrise pas d'un côté ou de l'autre, et la violence peut se cacher là-dedans et jongler avec. C'est pour cela qu'en créant la force multinationale, on va résoudre ce problème de façon globale. Et parce que en même temps, parce que ce qui se passe actuellement, c'est que le renseignement camerounais est en collaboration avec le renseignement nigérian, mais il faut que ce soit mutualisé avec tous les 4 ou 5 pays qui sont concernés à la force multinationale. Que ce renseignement soit global. Alors, l'autre élément de renseignement, c'est les partenaires au développement, qui sont les pays qui ont les moyens. On y arrive, Samuel, tout à l'heure. Alors, hier, je parlais de cette question sur finalement un aveu d'échec de la part du gouvernement, puisque aujourd'hui, il est question de contrôler au niveau des agences de voyage, de se renseigner au niveau ou de réguler d'une certaine façon le secteur des mototaxis, le secteur des débits de boissons, les mosquées qui pilulent un peu de partout sans véritable contrôle. Il y a eu laisser-aller, et là on reste dans le renseignement, laisser-aller qui a favorisé d'une certaine façon ce phénomène, ou qui a favorisé l'expansion ou l'infiltration de ces islamistes. Oui, il faut dire d'abord qu'on a laissé aller, on ne peut pas dire qu'on a laissé aller, c'est-à-dire qu'on a toléré administrativement, la tolérance administrative était devenue finalement une politique, et puis comme si l'assistanat était devenu une politique. Et puis, ça c'est la première. La deuxième, c'est que dans notre pays, on a beaucoup donné plus de pouvoir à l'administration, parfois qu'aux politiques. Je m'explique. C'est-à-dire que dans un pays normal, on gère un pays. On n'administre pas un pays. Et quand vous prenez par exemple, ne serait-ce qu'une ville comme celle de Douala ou celle de Yaoundé, on la gère, on n'administre pas. Donc du coup, il y a une pénétration de l'administration dans tellement des actes de la vie quotidienne des Camerounais qui font en ce que finalement les gens ont l'impression qu'on administre. Donc on autorise finalement tout. Et administrativement, ça a des conséquences. Et donc, résultat de course, on est arrivé maintenant au bout de cette logique. Il faut donc maintenant qu'on régule tout. Et donc, comme il faut réguler tout, donc ça va passer par des grandes réformes. Et donc, ces grandes réformes apparaissent donc comme un réveil, certainement, d'un État normal qui essaie de s'organiser. Oui, bien entendu. Il faudrait bien qu'on réforme, qu'on essaie de voir les débits de boissons. Il y a même des heures de fermeture qu'on ne respectait pas. Les motos, ils doivent être 2, ils sont 6-8 ans. Les feux rouges, on ne les respecte pas. Donc, il y a un certain nombre de choses maintenant qu'il faudra qu'on revienne normal, que nous fonctionnons normalement, comme si nous étions dans un pays moderne, organisé, qui se projette d'être un pays développé. Mais je voudrais dire quelque chose de tout à fait important. C'est que l'agenda que Boko Haram nous a commandé dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on court plutôt vers la sécurité. On n'est plus dans le développement. Et donc, du coup, certainement, si rien n'est fait sur le mode de fonctionnement de nos politiques
n'est pas suffisamment dosé en tenant compte de tous ces paramètres-là, il va sans dire que l'économie camerounaise va prendre de l'eau ou va prendre du plomb dans l'aile, parce que dans un temps certainement très court, tout va suffoquer, et le fait que les gens n'ont plus la liberté de se mouvoir comme ça se doit, va avoir un impact suffisamment réel sur le taux de croissance. Je crois que là aussi, il faut voir aussi, avec beaucoup de précision, les éléments qu'il faut faire, pour les éléments induits qu'il faudra apporter aux hommes d'affaires pour que nous puissions essayer de maintenir un taux de croissance suffisamment important pour que l'économie ne puisse pas prendre un coup dans l'air. Samuel, plutôt un mot sur cette gestion par improvisation, agence de page, mototaxi, débit de boissons, prolifération non contrôlée des mosquées. L'État ou le gouvernement est DPC à laisser faire et aujourd'hui se retrouve... Non, je ne veux pas parler de laisser faire, je veux parler de tolérance administrative. Il y a, bon, par exemple, je prends le cas des mototaxis. Avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Parce que, bon, moi, je n'ai pas de mototaxi, mais je côtoie un peu tous les cas. Moi, je suis un homme du peuple. Je côtoie les Camerounais. Quand on essaye de faire appliquer les textes, je prends le cas de l'activité mototaxi. On leur demande de porter un casque. Hein, pour eux-mêmes, pour leur propre sécurité. D'avoir un numéro minéralogique. Non, là n'est pas le débat, Samuel. Non, je donne les exemples simples de tolérance administrative. La plupart des mototaxis ne sont pas en conformité avec la réglementation. Et on laisse fonctionner en disant non, laissez les enfants se débrouiller. Bon, maintenant qu'on a des problèmes, on ne peut plus laisser parce que là va s'infiltrer la violence. Le type va profiter de cette tolérance-là, de ce laxisme administratif pour s'introduire, et lui vient, il profite de cette ouverture pour venir faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on revient à la règle. Bon, si on dit que la moto c'est 2 personnes, c'est 2 personnes. Bon, on ajoute, pour des mesures de sécurité, on dit, on arrête à telle heure. Les bars, comme il disait tout à l'heure M. Zipan, les bars doivent fermer à une certaine heure. Mais on laissait, on tolérance, on laissait les bars ouvrir. Ouais, monsieur, on laisse-nous un peu, boire un peu, un verre. Tout le monde le disait et ça ne dérangeait personne. Maintenant qu'on a des problèmes de sécurité, des problèmes essentiels, on est obligé de revenir à l'orthodoxie. À l'orthodoxie. Et bon, c'est en ce temps-là que les gens vont... Il y en a qui disent que bon, c'est restriction de liberté. Non, la sécurité avant tout. Donc, on revient à... je peux dire tolérance zéro. On va à tolérance zéro, on revient à la règle, et la règle plus maintenant les mesures qu'on ajoute pour des besoins de sécurité. Voilà, on va sortir de cette émission avec ce dernier pan qui porte justement sur la force multinationale, la résolution de l'Organisation des Nations Unies qui reste attendue pour la mise en place de cette force qui devrait être composée de 8700 hommes. La question du financement qui continue tout aussi à diviser. Mohamed Bouhari à Yaoundé avec son homologue, le chef de l'État camerounais Paul Biya. À quoi s'attendre? Est-ce que l'on pourrait s'attendre à l'accélération, par exemple, de la mise en place de cette force multinationale? Mais la première question à ce niveau, professeur, c'est qu'attend, par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour signer cette résolution autorisant cette mise en place? Cette question est un peu, je veux dire, bizarre, parce qu'il y a 3 ou 4 pays qui sont concernés par un problème. Ils attendent un organisme loin là pour prendre la décision sur le sort de leurs citoyens. Pendant ce temps, ces citoyens se font tuer. Donc, je crois que ça revient à nous et aux États concernés de mobiliser les fonds ou les forces avec la coopération bilatérale. Internationale qui pourrait permettre de comprendre. Oui, mais vous voyez, c'est plus facile aux Nations Unies de prendre certaines résolutions pour certains autres actes très vite. Je ne vais pas entrer dans d'autres polémiques ici, mais je dis, c'est plus... on voit peut-être avec Darfour, on va prendre vite une décision, mais quand il s'agit de Boko Haram,
c'est plus lent parce que même avec le Darfour, la force n'a pas pu bien jouer son rôle à cause, ce sont toujours les Africains qui vont contribuer les troupes et tout. Donc il faut, c'est un aveu d'impuissance d'impuissance et de dépendance. Que de dire que la décision qui nous concerne à nous, qui concerne notre bien-être, viendra d'un organisme qui est dominé par d'autres, voilà. où nous n'avons pas d'emprise. Et l'Union africaine, et le CEMAC, le CEDEAO, nous pouvons faire une synergie. J'ai réfléchi même à une entente de Golfe de Guinée, qui va regrouper beaucoup plus de pays, et qu'on peut agir ensemble pour résoudre certains de nos problèmes, au lieu de toujours dire je vais chercher ailleurs. Voici le problème de Boko Haram au nord du Cameroun, c'est il y a tout le Sahel où on trouve les mêmes peuples, et là où il y a un phénomène qui est dans un pays, on le retrouve dans on essaie de contenir dans un pays et ça se trouve dans l'autre. Le problème de Boko Haram au Cameroun, c'est d'abord le fait que le Cameroun n'a pas accepté que le Boko Haram utilise le Cameroun comme base arrière. Et c'est comme ça que maintenant, il prend le Cameroun, c'est Boko Haram prend le Cameroun comme un ennemi de fait, parce que le Cameroun a bloqué sa part, et maintenant on emprunte la guerre qui devait peut-être rester avec les autres. Donc le Nigeria et le Cameroun, à mon avis, ces deux pays et les deux chefs d'État qui se rencontrent actuellement, et ces deux pays doivent se concerter et prendre des mesures appropriées, parce que ce problème les concerne d'abord, et ils peuvent connaître les dimensions du problème mieux que les Nations Unies. Il y a l'ONU qui reste muette jusqu'ici, l'Union africaine qui évolue à dose homéopathique dans sa contribution dans la résolution de ce problème. Au niveau international, ça patine. Ça c'est sûr. La paix a un prix et la sécurité a un coût. Je veux dire par là que dans les relations internationales, c'est la plus grande hypocrisie. Et seuls les intérêts comptent. Donc, si les Occidentaux estiment que la guerre de Boko Haram au niveau du Nord Cameroun empêche véritablement que leurs intérêts puissent ne pas être exploités à bon escient, ils interviendront. Mais s'ils ne trouvent pas d'intérêt, ils n'interviendront pas. Pourtant, les discours sont mielleux, les discours sont pleins de promesses. Naturellement. Le tout, comme disait un peu le professeur, c'est d'essayer de donner l'importance. Ceux qui subissent le mieux cette secte islamique Boko Haram, c'est les Camerounais et le Nigeria. Donc, à nous de porter, on n'oublie bien pas entendu. le Tchad. Oui. D'abord les deux à porter. Ensuite, maintenant, le Tchad, ils font des incursions. Parce que les territoires qu'ils cherchent à occuper, ou là où ils essayent d'élargir, c'est entre ces deux pays-là. Ils font seulement des incursions au Tchad. Et le Tchad se sent le plus concerné par le problème, compte tenu du fait que son corridor, qui le permet de le l'intérieur, peut être complètement fermé. Bien. Donc, ces deux pays doivent prendre conscience que dans les relations internationales, c'est ça. Maintenant, ils savaient qu'il y a un pays qui s'est constitué parrain de cette démarche-là, qui est naturellement, on a vu Hollande, et c'est là où on a déclaré la guerre contre Boko Haram. Ça s'est passé à Paris. Donc, un membre permanent du Conseil de sécurité, la France. Mais, dans l'opinion camerounaise, on a l'impression que parfois, certaines personnes laissent croire que la France est à un double jeu. Ce qui, peut-être, par ma foi, ne me semble pas être tout à fait la meilleure approche. Mais, le président Boari a rencontré le président Barack Obama. Et certainement, dans le tête-à-tête qu'il va avoir avec le président Biya, ils vont évoquer. Et il faudra donc que nous suivons avec beaucoup d'attention le communiqué demain, qui sera, certainement le document phare de cette rencontre. Le fait que les deux présidents ont décidé de se rencontrer aujourd'hui et que le communiqué ne sorte que demain à le départ,
montre à suffisance que on va travailler sur chaque mot, sur chaque démarche, et certainement il va y avoir une déclaration suffisamment forte pour que la force régionale puisse prendre corps. Le président Buhari, si j'ai bonne souvenance, a rencontré le président du Niger et le président tchadien, c'était à Niamey, et ils ont décidé d'un commun accord que le commandement de cette force régionale revenait à un Nigérien. C'est vrai que le Cameroun était représenté secondé par un Camerounais, était représenté par le ministre de la Défense. J'ose croire qu'on va matérialiser cela certainement à cette rencontre-ci. Est-ce que ça peut se faire sans l'ONU justement qui doit signer ça? Non, l'ONU donne l'aval en ce qui concerne tous les mécanismes quant à son financement, c'est-à-dire que les accords qu'on peut obtenir dans le financement, parce que cette fois ça va coûter suffisamment cher, d'une part, et aucun budget, ni le budget du Cameroun, ni le budget du Tchad, encore moins du Cameroun, du Nigeria, ne pourra supporter. Donc il faudra différer certainement ces avances de fonds que nous allons recevoir. Donc trouver des mécanismes. Et là, l'ONU va donc certainement auprès des organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, essayer d'apporter ce coup de main-là. Et donc en dernier lieu, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas trop se fier à ces organismes internationaux. S'ils n'ont pas d'intérêt dans l'opération qui se passe à l'instant T, ils ne mettront pas un seul centime. On va sortir avec vous, Samuel Roko, justement sur cette question de la réaction internationale. Mouhamadou Buhari à Yaoundé, discussion avec Paul Biya, après avoir rencontré quand même les autres chefs d'État. Finalement, on a l'impression, en attendant cette réaction internationale, que la résolution ou les clés de la solution de ce problème se trouvent entre les mains justement de ces pays touchés qui devraient se mutualiser, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, mais déjà, ils ont fait une réunion au Nigeria. La prochaine réunion, c'est au Cameroun, où ils devraient se retrouver encore. Le Cameroun était représenté, le chef d'État a envoyé un de ses représentants, c'est le ministre de la Défense, qui l'a représenté à cette réunion. La prochaine rencontre est programmée pour le Cameroun. Et si mes souvenirs sont bons, avant fin août, cette force doit être installée. Et l'installation sera installée au Tchad, mais le commandant sera... On voulait au départ, parce que c'est des choses qu'on a réglées, parce que Buhari a demandé aux autres, à ses collègues, le président Buhari a demandé aux autres chefs d'État en disant, c'est moi qui suis le plus touché, je vous demande à ce que la force soit dirigée, au lieu de faire une direction rotative, qu'elle soit dirigée par un Nigérian et secondé par un Camerounais. Bon, on a accepté. Les formalités ont été acceptées. Parce qu'avant que ça arrive aux Nations Unies, il fallait d'abord que les États concernés tombent d'accord sur toutes les règles de fonctionnement de la force multinationale. Et je crois que ces règles ont été arrangées, arrêtées, ces décisions ont été arrêtées, et le dossier a été transmis à l'UA, qui s'est réuni dernièrement. Et l'UA transmet aux Nations Unies. Et c'est le processus. Mais je pense que ce soit la France ou les autres États, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, on a vu à divers niveaux des appuis de ces pays vis-à-vis du Cameroun. Et je ne pense pas que ces puissances-là peuvent bloquer ou bien traîner. C'est seulement les procédures administratives des Nations Unies qui ont un processus qu'il faut suivre. Mais je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut mutualiser nos forces. Et la meilleure façon de les mutualiser, c'est de créer cette force multinationale qui a 8700 personnes. Et je voudrais rappeler que c'est le Nigeria et le Cameroun qui donneront le plus gros contingent. Voilà, merci à vous, Samuel Roko. Merci d'être venu. Merci à Hilaire Zipon. Merci au professeur Emmanuel Yenchou qui a effectué le déplacement donc de Buya, vice-doyen de la faculté donc des sciences sociales du côté de l'université de Buya. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, équipe chapeautée donc par la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci à vous à la maison de nous avoir regardé. Très bonne suite des programmes sur Equinox et à mercredi pour un autre rendez-vous. Bon, je vous donne mes coordonnées.